Après, oui, j'ai écrit un texte sur mon blog sur justement cette diplomatie parallèle, Mhm. la diplomatie parallèle de Mitterrand. Donc la diplomatie parallèle de Mitterrand. Pardon. Le terme de diplomatie parallèle est employé par Roland Dumas sur le site mitterrand.org lorsque l'ex-ministre des Affaires étrangères évoque les relations franco-libyennes. L'article qu'il écrit en 2005 et intitule Tchad, histoire secrète d'une négociation, décrit des relations informelles qui seraient nées à l'initiative du colonel libyen et que l'auteur situe sans date précise après la prise de pouvoir de Habré en 1982. À cette époque, Kadhafi aurait proposé à Mitterrand de renverser le président tchadien. Selon l'article, l'idée de déposer Habré viendrait de Kadhafi. Le colonel l'aurait accusé d'une proximité américaine hostile et aurait proposé à Mitterrand de le remplacer par un de ses hommes liges. Proposition que Mitterrand aurait refusée tout en maintenant la discussion. Kadhafi, en attendant, soutiendrait Goukouni Ouédaï contre Habré. Voilà. Alors, c'est une. Le, le- le renversement d'Abré serait donc à l'initiative de Kadhafi. Voilà. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit Roland Dumas. Oui. On a un petit peu du mal à le croire, mais voilà ce qu'il dit. Cette diplomatie parallèle serait donc née après la prise de pouvoir de Habré. Cette interprétation des faits pose question. D'abord, elle ne dit rien des moyens utilisés pour obtenir le départ des Libyens de N'Djamena en 1981. Ce départ a pourtant été obtenu et annoncé lors du sommet franco-africain de Paris en novembre 1981, et Roland Dumas écrit dans son article sur mitterrand.org qu'il a eu à s'occuper du Tchad avant d'être nommé ministre. Il laisse supposer que ce départ des Libyens a bien été obtenu par la diplomatie parallèle, mais il ne donne aucune indication sur les modalités actionnées pour l'obtenir. Ensuite, la recherche du troisième homme est mentionnée dans différents documents qui l'imputent aux socialistes français en 1985. On peut aisément consulter les articles du journal Le Monde, le livre de Robert Bichtenhuis, le Frolina et les guerres civiles au Tchad, les articles de Jeune Afrique. Il faut également noter que le renversement de Hissène Habré par Idriss Déby en 1990 n'a pas été au profit de la Libye, mais de la France. L'opération Épervier, déployée au Tchad en 1986, s'est poursuivie jusqu'en 2014, bien après la mort de Kadhafi, le 20 octobre 2011. La thèse selon laquelle la diplomatie parallèle serait née dans l'année qui a suivi la prise de pouvoir de Habré n'est visiblement pas valide. Elle est cependant reprise dans le livre de Roland Dumas, Coups et blessures, paru en 2011. Oui, oui. Comment est-ce que Mitterrand a obtenu le départ des Libyens en 81 et a annoncé ce départ lors du sommet franco-africain du 3 et 4 novembre 81, premier sommet franco-africain de Mitterrand. Comment est-ce qu'il a obtenu ce départ des Libyens? Quand il arrive au pouvoir, il y a 15 000 Libyens sur le territoire tchadien. Il y a 5 000 soldats libyens dans N'Djamena et il se retire. Là, comment est-ce qu'il a obtenu ce départ? Eh bien, il y a de bonnes raisons de croire que c'est par la diplomatie parallèle. Donc cette diplomatie parallèle existe dès 81 et a été mise en place avant 81. L'ouvrage qui consacre 30 pages à ses entretiens avec Kadhafi manque de précision et entretient le flou. Il permet cependant d'avancer dans la nature de cette diplomatie parallèle. Roland Dumas développe la thèse selon laquelle elle est à l'initiative du Libyen et datée de 1982. Lors de la première rencontre, décrite dans Coups et blessures, Kadhafi aurait accusé Hissène Habré de vouloir le renverser et aurait proposé d'installer Goukouni Ouédaï à N'Djamena. Dumas aurait répondu que la France souhaitait le voir quitter le Tchad et que pour le reste, tout restait ouvert. Il aurait ensuite restitué cette entrevue à Mitterrand. La restitution de la rencontre dépeint un président ignorant tout du dossier libyco-tchadien, s'interrogeant, perplexe, de la démarche de Kadhafi.
et Dumas d'attribuer au colonel le souhait d'établir un lien personnel comme cela se fait en Afrique. On notera ici que ce type de diplomatie est précisément connu comme la marque de la méthode mitterrandienne. Suivent plusieurs pages de description de rencontres entre Dumas et Kadhafi, que l'auteur tente de grémenter d'images pittoresques ou exotiques, dans lesquelles, par effet miroir, il est impossible de distinguer les demandes de l'un des initiatives de l'autre, les volontés de chacun, la perception des réalités, toute volonté dans les prises de décision étant renvoyée à une réaction face aux actes des autres, Kadhafi, Habré, Goukouni, les pays africains, les Algériens, les prédécesseurs de Mitterrand, les Américains, les ministres, etc. Rien n'est décidé par personne, si ce n'est la proposition de Kadhafi de négocier avec la France, comme si la description n'avait qu'un but. Mitterrand, dans cette affaire, n'est responsable de rien. Ainsi, Roland Dumas continue et attribue à Kadhafi la volonté de traiter avec Paris, la volonté que les négociations aboutissent vite, la peur d'être encerclé par des pays à la solde des Américains, le double jeu. Il attribue à Mitterrand la volonté de tirer profit du souhait de Kadhafi de traiter avec Paris. Mitterrand se rend compte que Kadhafi s'est piégé lui-même. Il aurait durci sa position en 1983, alors qu'on sait combien Manta fut un échec. Il craint une escalade militaire face à la Libye, qui possède du matériel vendu par ses prédécesseurs. Après Manta et la rencontre en Crète, le jeu du dupe entre Kadhafi, Mitterrand et le lecteur s'épaissit. Dumas évoque des photos de Wadi Doum, prises par nos avions espions d'une incroyable précision. Ça, c'est drôle parce qu'on sait très bien que les photos de Wadi Doum, c'est des photos américaines. Et dans le livre de Dumas, il se paye le luxe de dire bah non, c'est des photos françaises. C'est complètement faux. Alors, nous savons que les photos aériennes de Wadi Doum sont américaines, ce que tu viens de dire. Roland Dumas prétendait-il qu'elles seraient françaises? Dumas écrit également. 2 jours plus tard, le président de la République a donné l'ordre de bombarder. Il a signé le document destiné aux militaires de l'opération Manta. Mais Manta s'est retiré en septembre 1984 et Wadi Doum a été bombardé le 16 février 1986, un mois avant la cohabitation. De toute évidence, le livre de Roland Dumas vise à semer la confusion. Oui, non, mais il n'y a que des inexactitudes. Mais c'est factuel, quoi. Je veux dire, quand on dit qu'il a donné l'ordre aux militaires de l'opération Manta, mais Manta s'est retiré en 84, le Wadi Doum est bombardé en 86. Alors, c'est inexact, mais ça a une fonction, c'est de semer la confusion. C'est pour troubler tout le monde. Dumas décrit ensuite une conversation avec Kadhafi dans les jours qui suivent le bombardement de Wadi Doum, au cours de laquelle il aurait évoqué un accord à propos de la limite du 15e parallèle. Or, cette condition avait été posée en 1983. Elle n'a plus cours en 1986 et l'ensemble du récit est incohérent. De même, il aurait proposé lors de cette conversation à Kadhafi le recours à la Cour internationale de justice. Or, ce recours à la CIJ n'est apparu qu'au cours de la cohabitation. La première occurrence de cette idée vient du personnel administratif du Quai d'Orsay. L'idée sera reprise par Michel Aurillac, ministre de la Coopération, le 30 mars 1987, et dans la presse le 31. Oui, alors ça c'est dit dans le livre d'Al-Ammi, Al-Ammi qui était l'ambassadeur du Tchad en France et qui a écrit ses mémoires, son parcours de diplomate, voilà, jusqu'à la prise de pouvoir d'Idriss Déby. Hein, et son livre est paru en 2014. Il a été une source d'informations et de documents que j'ai utilisés pour écrire mon livre. Donc et il dit que cette idée, elle vient effectivement sous la législature
de droite, c'est-à-dire sous la cohabitation, voilà, par Michel Auriac le 30 mars 87. Dans la conversation qu'il est impossible de dater, 1986-1983, Dumas aurait soutenu à Kadhafi que la CIJ reconnaîtrait ses droits sur Aouzou. Puis l'auteur commente son texte, dit qu'il bluffait, qu'il n'avait aucune idée de ce que dirait la Cour. Il poursuit ensuite en affirmant que Kadhafi a effectivement gagné et que la bande d'Aouzou a été attribuée à la CIJ par la CIJ à la Libye, compte tenu de titres anciens reconnus par les juges, écrit-il. Cette affirmation est évidemment fausse. La CIJ a attribué la bande d'Aouzou au Tchad. Là aussi, le texte de Roland Dumas vise à jeter le trouble dans l'esprit du lecteur. Voilà. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir des Tchadiens soucieux d'exactitude. Oui, là j'ai mis un lien, donc c'est un article qui est sur mon site, et j'ai mis un lien vers le blog un blog tchadien où ils sont... ils n'ont pas de mots pour dire combien c'est faux et comment un ancien ministre des Affaires étrangères qui était en poste à l'époque, 86, 89, oui non, voilà, concerné directement par l'affaire. Comment est-ce qu'il peut écrire ça, quoi. Enfin, c'est inconcevable. L'ouvrage de Roland Dumas vise ainsi à jeter le trouble et réinterpréter l'histoire. Coups et blessures se révèle être un manuel de différentes techniques de réinterprétation de l'histoire dont l'auteur se montre coutumier. On retrouve parmi ces techniques semer la confusion, page 149, s'imposer comme étant la personne qui sait, page 161, la tromperie en premier lieu des femmes, page 178, 179, 193, confier des missions dont on ne veut pas se charger à des tiers, page 89, la provocation comme stratégie, page 117, jouer sur les mots, page 128, la dissimulation, page 134, les faux semblants et les couvertures, page 194, la moquerie, page 205, et mettre un peu de vrai dans les mensonges, page 296. Voilà, son livre, c'est vraiment un florilège de techniques de réinterprétation, de techniques de mensonges, et de réinterprétation, oui, de toute l'histoire, de plein d'événements historiques. On raconte une autre histoire. Voilà.